Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Agir pour les transitions humaines comme la RSE. Comment la RSE peut transformer votre entreprise. L'idée aujourd'hui, ça va être d'utiliser, de voir comment on peut utiliser en fait la RSE comme un vrai levier de transformation et d'évolution de votre entreprise. Donc on parle d'évolution et de tirer vers le haut une entreprise en fait avec cet outil RSE. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'animer en fait ce webinaire avec Blandine et Marie qui est avec nous. Donc on va se présenter rapidement. Donc je suis dirigeant de Ludispirit qui fait partie d'un groupement avec Déclic Spirit, Business Créa, Vast RH et Carrière RH, et on développe en fait tout un tas de choses autour de l'accompagnement humain. Donc tout ce qui est VAE, bilan de compétences, outplacement, questions de RSE, formation sur les sujets RSE, QVCT et autres. Aujourd'hui, Marie est avec nous. Est-ce que Marie, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc Marie, je suis dirigeante de l'entreprise Aime ton job. Je travaille avec Ludispirit sur la partie VAE et avec la partie bilan de compétences avec Vast RH. Merci. Je suis également avec Blandine. Bonjour, donc moi je suis effectivement dirigeante de Déclic ta vie. Je travaille avec Patrick au niveau de Ludispirit pour tout ce qui est bilan de compétences, VAE et toutes les actions, enfin toutes les activités qu'on développe avec Ludispirit. Et avec Patrick, on a confondé Déclic Spirit, qui est la contraction de nos deux sociétés, pour accompagner les transitions des seniors. Merci. Alors, on va se pencher sur la méthodologie, je vous en ai parlé rapidement, on est vraiment sur les transitions, l'accompagnement des transitions et le développement humain, et c'est vraiment un enjeu pour nous. Et voilà comment on essaye de développer ça, avec une idée de renforcer le lien finalement avec l'ensemble des usagers de nos sociétés. On a une méthodologie qui est tournée vers la sensibilisation, le débriefing, l'approfondissement. On aime transférer les choses et surtout l'accompagnement, et de l'accompagnement notamment par des outils tels que le livre, la BD et le jeu, puisqu'on aime bien le ludique. C'est pour ça que ça s'appelle Ludispirit d'ailleurs. Donc on aime bien accompagner dans ce sens. Alors aujourd'hui, on a la chance de vous présenter Sabine. Donc Sabine qui a travaillé à la constitution de ce webinaire avec nous, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Néanmoins, elle a travaillé en tant qu'experte, en tout cas, sur la réalisation et la mise en œuvre de ce webinaire. Donc on tient à la remercier et à la mettre en avant quelques instants. Blandine, tu voulais compléter peut-être? Oui, en fait, moi, je voulais dire que j'ai animé ce webinaire avec toi parce que Sabine ne peut pas être là, mais que tout le support, elle a travaillé dessus et qu'on va s'efforcer tous les deux de vraiment faire passer ce qu'elle a voulu expliquer et décrire dans cette, parce qu'elle est une experte de la RSE. Donc, alors, ça aurait été intéressant d'avoir effectivement sa présence. Mais en tout cas, nous, on est là pour porter ce qu'elle a voulu expliquer à travers ce support et ce webinaire, et comment la RSE comment la RSE doit être vue aujourd'hui par rapport à tous les enjeux des évolutions des entreprises. Alors, aujourd'hui, la RSE, donc agir pour les transitions humaines, comment cette RSE peut transformer l'entreprise? En quoi la RSE permet aux entreprises de répondre aux attentes sociétales tout en améliorant la pérennité. Donc, on va essayer de se pencher sur divers sujets, en quoi ça améliore la réputation de l'entreprise, le renforcement de la fidélisation des clients, pourquoi il y a un attrait des talents vraiment avec cette question de RSE et en quoi c'est un enjeu éthique, l'anticipation de la réglementation aussi, puisqu'il y a des réglementations qui évoluent et donc c'est un enjeu sur ce sujet-là. Et puis, l'adoption d'une posture finalement au sein de l'entreprise, on va dire proactive, pour définir les environnements sociaux et autres, de manière à avoir une entreprise de demain, l'entreprise qui sera la plus adaptée aux évolutions et aux enjeux de demain. La plus compétitive, oui. Exactement. Ouais. Donc, on va essayer de se poser quelques questions, à savoir comment on va créer une dynamique qui aura un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'organisation. Je parle de l'organisation de l'entreprise. Et à quoi doit ressembler l'entreprise de demain pour être compétitive, performante et motivante pour ses collaborateurs. Vraiment, quels sont les enjeux là-dessus et comment on va pouvoir utiliser ça comme un vrai levier de performance. Alors,
on va essayer d'aborder aujourd'hui différents sujets. Donc, les transitions humaines, de quoi parle-t-on? C'est quoi? Comment une entreprise engagée dans la RSE peut accompagner les mutations professionnelles, comment on intègre ou pas l'humain dans la stratégie de l'entreprise, quels sont les risques, les avantages, et puis quelques exemples d'actions concrets qu'on peut mener au sein de l'entreprise, en tout cas avec l'entreprise, de manière à mettre en œuvre la RSE de la meilleure manière possible. Donc, on va essayer de proposer des clés de compréhension et des prises de conscience nécessaires à l'entreprise. Alors, on a une question. Votre entreprise a-t-elle déjà traversé une restructuration, une transformation digitale, un plan social, un changement de modèle économique? Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez. Ça peut être tous en même temps. Hein. Voilà, si vous voulez nous mettre des choses dans le chat. Mais en tout cas, sur cette question-là, on sait et on a bien une vision là-dessus. Il y a des mutations régulières au sein des entreprises. Il y a des changements réguliers, même sans s'en rendre compte. Même des fois, des entreprises qui disent « ouais, ça ne me préoccupe pas, la RSE », en fait, ils y sont déjà. Ils ne s'en rendent pas compte, alors à plus ou moins haut degré, mais ils y sont déjà, et il y a des choses qui se passent au sein de l'entreprise. Et la transformation, en fait, c'est quelque chose qu'on doit tous mettre en œuvre, et ça permet en tout cas de faire avancer l'entreprise. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de la RSE ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça change. Il y a des choses qui changent. Il y a des modèles qui changent. Il y a des enjeux qui changent. Ne serait-ce que, par exemple, de doubler l'effectif de salariés, ça change. Et donc, comment on s'y prend? Ne serait-ce que d'avoir une responsabilité environnementale, ça change l'organisation de l'entreprise. Donc, comment on s'y prend? Etc., etc. Donc, forcément, il y a des mutations là-dessus. Alors, toute mutation organisationnelle ou économique produit une transition humaine. Donc, la question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais comment l'entreprise y répondra et quand ça arrivera. Donc, Blandine, est-ce que tu veux bien nous éclairer sur ces sujets-là, s'il te plaît? Oui, en fait, je voulais effectivement intervenir là-dessus parce que, en fait, toute transformation de l'entreprise, tu l'as très bien dit, que ce soit organisationnelle ou économique, elle va avoir des impacts humains. On ne transforme jamais juste une organisation. On va transformer aussi toutes les personnes qui y travaillent. Et en fait, ça va avoir plusieurs impacts, donc à 3 niveaux. Les métiers, effectivement, les évolutions des compétences requises, des nouvelles compétences qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Donc tout ce qui va entrer en lien avec l'intelligence artificielle, l'automatisation, donc tout ça. Après, le deuxième niveau, c'est les organisations, les entreprises qui vont fusionner, qui vont se réorganiser ou qui vont externaliser. Et puis après, le troisième niveau, c'est les personnes. Les personnes qui vont soit changer de poste, de se former, évoluer. Donc, en fait, à construire un projet professionnel. Et cette transition humaine, c'est vraiment le moment où la personne, elle va trouver sa place dans le changement. C'est comment on va accompagner la personne pour qu'elle trouve sa place dans le changement. Et moi, je voulais juste partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années dans l'entreprise où j'étais encore salariée. Donc, c'était une quinzaine d'années, ça, mais c'était en fait l'arrivée de la scannerisation des documents. C'est-à-dire que les salariés, la plupart des salariés que j'avais à gérer, avaient une pile de documents papier sur leur bureau et ils traitaient ces documents papier, je ne rentre pas dans les détails, et on a mis en place une scannerisation. Donc, plus du tout de documents papier. 2 écrans face à eux, plus la pile le matin en se disant j'ai tout ça à faire. Et donc ça, on l'a vraiment accompagné. Donc, c'était une obligation économique pour l'entreprise d'aller vers ça. Ça a eu des impacts organisationnels. On a créé aussi des nouveaux métiers liés à la scannerisation de ces documents. On a créé des centres de tri et de numérisation. Mais le gros impact qu'il y a eu, c'est vraiment au niveau des personnes. Comment je passe sur un poste de travail où j'ai mes documents là que je vais traiter, je prends ma feuille, je la regarde et je saisis, à 2 écrans et comment je gère ce changement-là. Donc, en fait, c'est vraiment accompagner aussi ces transitions humaines quand on sait que plus de 40% actuellement des compétences vont évoluer très rapidement, 40% des compétences des métiers vont évoluer rapidement. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Alors, ça se traduit aujourd'hui par le GEPP, pour le coup. Alors, il y a vraiment un enjeu là-dessus avec le GEPP, ex-GPEC. Alors, la différence entre les deux, elle est simple. GEPP, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels, alors que le GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, on n'est pas très, très loin, mais il y a une petite différence notable entre les deux. C'est que, en fait, avec le GPEC, on était sur une formation professionnelle ponctuelle.
Alors que là, la GEPP, on est sur une formation continue tout au long de la carrière. Mm. Et là, on est vraiment dans la logique de ce que tu disais, c'est que ben oui, la société est obligée d'avancer, d'évoluer aussi avec les enjeux. Et ben comment on s'y prend, comment on avance et comment on peut évoluer toute sa carrière en fait avec ces enjeux-là. C'est l'enjeu des entretiens professionnels d'ailleurs au sein des entreprises. Et puis c'est des enjeux qui arrivent tout le temps en termes d'évolution. Nous on est sur les générations. J'ai vu un visuel il n'y a pas très longtemps où on a vécu des évolutions énormes. On est passé du Minitel à l'ordinateur, à Internet, au téléphone portable, au smartphone. Et aujourd'hui, c'est l'IA. Et on s'adapte et on avance. Et tout ça, c'est de la formation continue, soit maîtrisée, soit individuelle. Quand je dis maîtrisée, ça veut dire qu'elle est accompagnée avec des plans de formation. Et ça rentre dans le cadre des RSE. C'est vraiment un enjeu là-dessus. Alors, c'est quoi la RSE exactement, justement? On va essayer d'amener un éclairage là-dessus. Blandine. Alors, la RSE, bon, responsabilité sociétale des entreprises, effectivement, mais c'est pas uniquement lié à l'environnement. On va voir qu'elle repose sur 3 piliers que vous avez là, le pilier économique, environnement et social. Donc, le premier, il est économique, c'est comment créer de la valeur de manière durable, comment une entreprise, elle va créer économiquement de la valeur, mais que ça reste durable. L'environnement, c'est ça qu'on identifie assez rapidement, on associe énormément à la RSE, mais c'est pas que ça. C'est comment limiter l'impact de l'entreprise sur son environnement, comment l'activité de l'entreprise, elle ne va pas trop impacter l'environnement, ou comment on va gérer les impacts, quelle politique environnementale on va mettre en place. Et le troisième axe, c'est l'axe social, celui qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on parle de transition humaine. C'est comment on va prendre soin des hommes et des femmes de l'entreprise, comment on prend soin de ces personnes-là qui font vivre l'entreprise. Donc, en fait, ces 3-là interagissent ensemble et le pilier social, c'est ce qu'on vient de dire, c'est développer les compétences, développer l'employabilité des salariés, créer les conditions de travail pour qu'ils soient bien dans leur travail, avec la prévention bien sûr des RPS, prévenir l'usure professionnelle, favoriser le dialogue social, favoriser l'inclusion, accompagner les mobilités, on en a parlé aussi tout à l'heure, accompagner les mobilités fonctionnelles, les mobilités géographiques aussi dans certaines entreprises. Donc tout ça, c'est le volet social et on voit bien que la RSE, ce n'est plus une option. Ça devient effectivement quelque chose au-delà du cadre obligatoire, mais c'est une responsabilité des entreprises. Et toutes les entreprises sont concernées, tu l'as dit au tout début. Donc en fait, l'humain dans ce cadre-là, c'est pas qu'un indicateur RH, c'est vraiment un indicateur aussi de performance. Si on accompagne le volet social au niveau de la RSE, ça contribue à la performance de l'entreprise aussi. Alors, ça contribue à la performance, mais à votre avis, il y a des risques et des avantages en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, intégrer l'humain dans la stratégie de l'entreprise, par exemple, est-ce que c'est un coût, c'est un investissement? Et quels sont les risques et les avantages qui sont en lien avec cette histoire-là? Alors, quand on regarde finalement les risques, c'est quoi? C'est un turnover élevé, c'est des conflits sociaux, une image dégradée, à la fois en interne, mais aussi et surtout en externe, parce que les salariés parlent beaucoup de leur entreprise, et donc une mauvaise image, c'est très vite véhiculé. La résistance au changement aussi, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent être bloqués avec une mauvaise prise en compte, des risques psychosociaux, des absentéismes, des pertes d'attractivité pour les talents, donc ça veut dire des départs aussi en masse, et puis parfois des non-conformités et des risques réglementaires qui peuvent être associés. Alors, les avantages, ils sont beaucoup plus nombreux. Blandine, est-ce que tu veux bien nous en faire part, s'il te plaît? Effectivement, alors moi ce que je dis, c'est qu'en fait quand l'entreprise elle va gérer ces personnes juste comme des ressources, ça va donner tous les risques que tu as cités. Si on rajoute une gestion humaine de ces ressources, si on gère les collaborateurs comme des ressources humaines, en fait on va permettre à l'entreprise d'avoir une agilité différente. On va effectivement permettre l'engagement, la fidélisation des équipes, d'avoir des personnes qui soient plus engagées, qui soient plus performantes aussi. L'entreprise, elle va se différencier en termes de marque employeur. Elle va, alors bien sûr, il y a l'aspect conformité réglementaire par rapport à la RSE, mais tout ça, ça va créer de l'engagement. Parce qu'une entreprise qui va investir dans les compétences, dans le dialogue, dans l'accompagnement,
elle va construire une entreprise qui va se différencier d'une autre parce qu'elle va être plus performante, parce que plus agile et en tout cas plus tournée vers ses collaborateurs. Donc l'engagement, elle va favoriser l'engagement des personnes, comme je vous disais, et ça va être effectivement l'entreprise qui va devenir plus performante par rapport à ça, parce que l'humain, il va vraiment être pris en compte dans toutes ces dimensions. Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2023, hein, Gallup. Les entreprises à fort engagement collaborateur affichent une rentabilité supérieure de 23%. Tout à fait. Ce qui est énorme, en fait. Hein, et le coût d'un remplacement est estimé entre 50 et 150% du salaire annuel du poste. Donc, autant dire que fidéliser ses équipes et être dans une logique d'accompagnement humain, ça a un impact très, très fort. Alors, évidemment, je vous entends d'ici, l'idée, c'est pas non plus de rester avec le boulet qui ne fonctionne pas et qui n'est pas dans le moule du fonctionnement de l'entreprise. Mais dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs de travailler en tout cas avec cette personne-là pour l'accompagner vers l'extérieur de manière saine. Ça fait partie aussi de l'accompagnement humain, avec des logiques et des plans de tel type au placement et autres, parce qu'en fait le reste de l'équipe est en adéquation avec l'entreprise et donc se sent bien dans l'entreprise. C'est pas mal vécu et c'est vraiment une marque employeur très très forte. Alors que peut faire l'entreprise? Hop, si tu peux avancer, voilà. Que peut faire l'entreprise pour aller vers cette logique? Blandine. Ok, donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc des actions assez simples, hein. On n'est pas sur des choses d'un grand programme. Si on parle de RSE, c'est pas non plus obligatoirement de lancer des grands programmes, hein. Ça peut être des premières actions très simples, sur cartographier les compétences. Tu as parlé tout à l'heure de GPP, donc gérer les emplois, les parcours. Donc avant de parler de recrutement aussi, c'est de savoir quelles compétences existent déjà dans l'entreprise, quelles compétences doivent être déployées, doivent être renforcées, anticiper les évolutions aussi des emplois. Anticiper les emplois des métiers, identifier ceux qui vont disparaître, préparer les mobilités. Donc tout ça, c'est vraiment ces actions-là. Et surtout, former, être actif, des plans de formation proactifs. Le reskilling, c'est donc acquérir des compétences pour un nouveau métier. Ça, effectivement, par rapport à tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle, ça va produire de nouveaux métiers. Ça va aussi impacter les métiers existants, donc renforcer les compétences d'un métier. C'est ce qu'on appelle le upskilling. Donc, pour éviter justement que les mutations elles soient subies, et dans l'anticipation, donc travailler ces plans de formation, anticiper les évolutions. Et tout ça, on peut le faire comment? À travers effectivement des actions RH, surtout les entretiens annuels, les entretiens professionnels. Ça, c'est hyper important parce qu'à travers ces entretiens, on va créer des moments d'échange. Au-delà de l'obligation légale de l'entretien pro, je le rappelle à chaque fois, c'est un super outil, l'entretien professionnel, pour permettre au collaborateur de sortir de son quotidien et de se dire, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai acquis comme compétences et voilà où je voudrais aller demain. Et l'entreprise aussi réfléchir à comment je peux amener mes collaborateurs vers ce demain. Et ça peut être aussi un moment où on va détecter des pertes de motivation, une fatigue ou autre. Donc, c'est un entretien, quand il est bien mené et utilisé comme un vrai outil de gestion prévisionnelle, ça peut apporter plein d'informations à l'entreprise. Donc, et aussi, on peut à ce moment-là avoir un collaborateur qui veut évoluer. On peut l'accompagner à travers un bilan de compétences. C'est-à-dire que, autre que juste dans le cadre d'un PSE, ça peut être un bilan de compétences en interne. On avait fait un webinaire là-dessus pour ce sujet, de se dire, c'est un outil aussi de rétention des talents. Quelqu'un qui commence à être un peu s'ennuyer sur son poste et qui se demande quoi faire dans l'entreprise, au lieu qu'il parte ailleurs, le retenir et voir quelles sont ses possibilités d'évolution en interne. Et s'il n'y a pas de possibilité d'évolution en interne, proposer effectivement ce bilan et voir après quelles seraient les possibilités en externe, mais il n'y a pas que ça. Il y a un exemple d'une entreprise qui a très bien su gérer les évolutions des métiers, c'est Michelin. Moi, j'ai vécu à Clermont-Ferrand, donc Michelin, entreprise très marquante sur Clermont-Ferrand, mais qui a vraiment eu des évolutions importantes et des grosses réorganisations. Et les salariés, ils ont pu bénéficier de formations, de bilan de compétences, d'accompagnement individualisé, de repositionnement, d'aide à la mobilité, pour justement vivre ces changements d'organisation,
qui étaient liées à des conditions économiques, voilà, donc délocalisation des sites de production ou autres. Donc tout ça, c'est comment on accompagne les collaborateurs à travers ces actions-là, qui sont des actions vraiment tournées vers l'humain, ce qu'on appelle aussi ces fameuses transitions humaines. Comment j'accompagne les collaborateurs pour s'inscrire dans ce changement et trouver ma place dans le changement que vit l'entreprise. Et l'exemple de Michelin, il est important parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé après un PSE? En fait, on a constaté un taux de reclassement extrêmement élevé, une préservation de l'image employeur et in fine une préservation de la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a toujours été, mais c'est une vraie marque. Et il y a un enjeu de vente aussi derrière, une image client, il y a tout ça qui est associé. Finalement, on se retrouve avec des salariés qui ne partent pas dans une situation de mécontentement. Je ne veux pas dire qu'ils sont satisfaits et contents d'être obligés de changer d'entreprise, quoique à terme ça peut l'être. Mais en tout cas, il y a eu une politique d'accompagnement et d'aide extrêmement importante et qui est un exemple, en tout cas, souvent c'est cité dans le cas des PSE, Michelin est souvent cité. Mais alors, regarde, oui, il y a des PSE, mais moi, je connaissais du monde qui travaillait chez Michelin, des personnes qui ont des évolutions en interne, personnes qui étaient dans le marketing et qui après partaient dans la RH. Donc, l'entreprise lui a permis d'évoluer, de changer complètement. Et récemment, moi, j'ai accompagné aussi une personne qui travaille dans une grosse entreprise et qui, à travers un bilan de compétences, a changé d'orientation. Et pourtant, elle était ingénieure de formation. Elle est partie sur autre chose parce que l'entreprise souhaitait effectivement. On voyait bien que cette personne ne s'éclatait plus sur son poste et elle l'a accompagnée en mobilité interne. Donc, Michelin est un bel exemple dans le cadre de PSE, dans le cadre de reconversion interne, de trouver, d'accompagner, comme on disait, ces transitions humaines qui sont liées effectivement aux évolutions de l'entreprise, aux réorganisations et montre bien que l'aspect social de la RSE était pris en compte. On s'est centré sur l'humain et qu'est-ce qu'on a pu mettre en place à travers tous les outils qu'on vous a cités pour pouvoir accompagner au mieux les collaborateurs dans cette période de changement. Et il y a d'autres exemples comme ça, évidemment, sur les changements, parce que le changement n'est pas que en période difficile de l'entreprise, il est aussi au sein de l'entreprise quand elle va très très bien. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de la RSE, en fait, on a des services RH qui nous ont appelés concernant une personne qui n'était absolument pas bien sur son poste. Donc, on a accompagné la personne à réfléchir. Donc, elle aussi, position managériale très forte et ingénieur. Et finalement, la question, c'était est-ce qu'on va le garder ou pas? Parce que finalement, non seulement il ne se sentait pas bien, mais il était de moins en moins performant. Et ce qu'il en est sorti, c'est que finalement, le côté commercial l'intéressait. Il n'en avait aucune idée. Aujourd'hui, il fait du commerce technique sur ce qu'il connaît. C'est-à-dire que ses connaissances, du coup, ne sont pas perdues. Et c'est un des commerciaux les plus performants de la boîte en 6 mois. Alors que ce n'était pas son métier. C'était pas son métier, mais il avait une appétence, il s'appuie sur ses compétences techniques et il a retrouvé du sens dans son travail. Exactement. Et l'entreprise lui a permis d'avoir aussi un temps, comme tu l'as dit, un temps de réflexion. Le bilan de compétences, ça sert à ça aussi. C'est un temps où je me pose et où je construis mon projet, mais il faut prendre le temps. C'est vrai qu'il y a plusieurs outils, on en a parlé, il y a plusieurs outils au sein de l'entreprise, dans l'organisation et tout ça. Et la QVCT est un des outils au niveau de la RSE. Alors la QVCT, attention, c'est pas juste mettre un baby-foot dans un coin et puis tout va bien, la qualité de vie au travail, elle est là. Non, ça va au-delà de ça. Et donc, il y a des enjeux là-dessus. Et il y a aussi des enjeux, on a parlé du bilan de compétences, de l'entretien annuel, de l'entretien professionnel, de logique de outplacement pour un accompagnement vers une sortie positive. Et ça, c'est extrêmement important aussi en termes d'image. Et puis, on a des logiques de réflexion et de formation individuelle et ou commune au sein des entreprises. Et donc là, c'est extrêmement important aussi dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Blandine ? En fait, déjà, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la RSE, c'est pas juste une démarche environnementale. C'est une démarche qui est vraiment profondément humaine. Elle crée un cadre. Bien sûr, il y a des obligations réglementaires, il y a tout ça, mais elle crée un cadre qui va rendre l'accompagnement humain, obligatoire certes, pas optionnel, mais ça va vraiment, c'est aussi se poser la question, c'est que investir dans les collaborateurs, c'est une question qu'on a posée à un moment donné, ça coûte toujours moins cher que de réparer les conséquences d'un désengagement.
On l'a vu, hein, on a vu tous les aspects négatifs. Donc, la première idée à retenir, c'est que la RSE, c'est pas qu'une démarche environnementale, c'est quelque chose, c'est une démarche humaine. C'est que la deuxième idée, c'est de se dire que investir dans des solutions concrètes, ça coûtera moins cher que de réparer. On est vraiment dans de la prévention de l'investissement. Et puis une troisième idée aussi que, en fait, les entreprises qui vont anticiper toutes ces transitions humaines, ou ces transitions tout court, toutes ces évolutions au niveau de l'entreprise, elles vont avoir une longueur d'avance parce qu'elles vont mettre en place des choses pour, d'un point de vue économique et fonctionnel, continuer à être performantes, mais elles vont inclure l'aspect humain dans ça, dans ces accompagnements-là. Donc, en fait, ça va permettre une fidélisation, un engagement plus important des personnes. Et elles vont aussi, on a parlé aussi de la marque employeur, elles vont attirer les talents. Hein. C'est en plus une notion très, très forte chez les jeunes. Les jeunes regardent beaucoup la responsabilité, ce que fait la société en termes de RSE avant d'entrer dans une entreprise. C'est un des facteurs qu'ils vont regarder. On voit même maintenant les clients aussi qui regardent ce que font les entreprises en termes de RSE. Les investisseurs aussi. Bien sûr. Donc, la RSE, c'est pas juste une obligation, c'est quelque chose qui en fait assure une pérennité économique à l'entreprise, à condition qu'elle soit globale, qu'il n'y ait pas que le côté environnemental, le côté économique et le côté humain. Et ça va être, c'est une notion qui est hyper importante et qui va donner une image d'entreprise. On voit aussi beaucoup maintenant d'entreprises qui se disent entreprises à mission. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, la RSE, elle n'est pas qu'une obligation. C'est une entreprise qui va avoir une politique RSE concrète. Elle va pas subir, elle va préparer les évolutions, elle va accompagner, elle va transformer tout ça en opportunité. En tout cas, moi, je le vois comme ça. En opportunité et en outil de mutation positive de l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés vont être aussi en capacité d'amener leur pierre à l'édifice. Oui, aussi. Et forcément, ça va faire avancer l'entreprise. Ça ne va pas être que quelque chose de subi. Alors évidemment, hein, ça nécessite une posture managériale différente. Ça nécessite de visualiser les choses différemment et voilà, de re-questionner en tout cas son modèle de manière permanente, j'ai envie de dire. Mm. Alors, pour vous accompagner sur tous ces sujets-là, on en a parlé tout à l'heure, hein, on a différentes choses, hein, le bilan de compétences, l'accompagnement à la création auprès d'entreprises qui est plutôt à la marge, la validation de l'acquis d'expérience, la question du outplacement, et on a tout un tas de formations qui peuvent vous aider et qui sont sur mesure au sein des entreprises. Évidemment, on a la logique de transition retraite qui fait partie aussi de cette logique RSE et QVCT, et puis évidemment, les entretiens professionnels dont on parlait tout à l'heure. Voilà, en tout cas, on espère qu'on vous a éclairé, en tout cas, sur ce sujet de la RSE. Merci de votre attention à tous. Et on essaiera de revenir un petit peu plus tard, de manière plus approfondie, sur des exemples très, très, très concrets sur ces sujets-là. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci Marie. Merci Blandine. Et puis à très vite sur nos prochains webinaires.